Bonjour à tous mes chers petits auditores. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, en fait c'est l'épisode qui est la suite directe de l'épisode de la semaine dernière. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille fortement d'aller écouter l'épisode 72. Sinon c'est clair, vous allez absolument rien comprendre. Du coup maintenant, vu qu'on n'est plus qu'entre initiés, bonjour à tous et bienvenue dans ce 73e épisode d'Electron Penseur. Alors, souvenez-vous, dans l'épisode 72, je vous avais laissé un peu sur un bilan très dark, voire très sombre même. C'est-à-dire que pour résumer, vous étiez devant votre bibliothèque, tourmenté par le choix, la peur et l'incertitude, finalement en ne sachant que choisir, mais en sachant que vous deviez quand même faire un choix. Voilà, vous étiez un peu coincé. Et finalement, en fait, ce qu'on se rend compte quand on pioche un peu plus, c'est que en fait, le syndrome de la bibliothèque, c'est un condensé de plein de petits problèmes qui se donnent rendez-vous tous ensemble au même endroit pour vous tétaniser. En fait, c'est la définition même d'un concours de circonstances. Donc voilà, en fait, c'est plein de petits problèmes anodins, donc plein de petits éléments ou autres qui peuvent être résolus assez facilement, pris individuellement, mais qui, tous ensemble, forment un bloc compact et impénétrable. Un peu comme une phalange macédonienne ou un mur de boucliers spartiate. Alors du coup, là, vous pourriez vous demander, finalement, comment venir à bout d'un adversaire aussi impénétrable et intouchable. Alors si vous vous êtes laissé berner par 300 et sa scène épique de Léonidas qui fend les rangs perses en faisant des strikes à grands coups de bouclier, alors en fait vous êtes un peu fourvoyé. Parce qu'en fait dans la réalité, les fameux Spartiates, ils ont beau être de redoutables guerriers, en fait c'est pas des surhommes, c'est pas que des Hulk ou autres côte à côte. En fait finalement ce qui les rend si redoutables, c'est leur formation, le fameux bloc de bouclier, l'espèce de phalange. Et d'ailleurs en fait lors de leurs entraînements, avec l'épuisement ou autre, celui qui faisait tomber son casque, son armure ou même son épée, en fait, il était excusé presque instantanément. En fait, voilà, c'était presque un geste anodin, un peu comme si, vous laissiez tomber. C'était vraiment, c'est comme si à la fin d'un match ou autre, vous enlevez votre t-shirt. Voilà, c'était vraiment un truc pas du tout grave. Mais en contrepartie, s'ils faisaient tomber leur bouclier, alors là, c'était le courroux extrême. Les formateurs, ils leur frappaient dessus à coups de bâton et tout ça. En fait, voilà, c'était vraiment le pire truc quasiment qu'ils pouvaient faire. Parce qu'en fait, finalement, l'armure et l'épée, elles protègent l'homme, alors qu'en fait, le bouclier, elle protège la ligne, elle protège la formation. Donc finalement, pour reprendre l'exemple de 300, un Spartiate qui charge tout seul, qu'il soit guerrier, roi, ou même que soit Gérard Butler, du coup, il a aucune chance, en fait, parce qu'il perd tout son avantage d'avoir justement cette formation compacte. Et là, c'est exactement la même méthode que nous allons aborder, finalement, pour défaire le syndrome de la bibliothèque. Parce que finalement, vous êtes tétanisé parce que tout vous arrive en même temps dans la tête. Donc du coup, votre cerveau, il est saturé d'informations et du coup, il se met en erreur système. Il sait pas trop quoi faire et du coup, il fait rien, mais il sait qu'il doit faire quelque chose. Et en fait, finalement, la solution, c'est de décomposer les problèmes et de les attaquer un par un. Alors pour faire un rapide résumé, on va dire, on en a 6. Donc le premier, c'est que l'armoire, elle est pleine de livres que vous avez jamais lus. Donc là, on pourrait dire que ça se traduit finalement par la peur du temps qui passe. Le deuxième, c'est finalement tous ces livres en plus, ils sont pleins de poussière. Donc là, vous pourriez voir la culpabilité de tout le temps en plus qui est déjà passé. Parce que la poussière, plus il y en a, plus c'est-à-dire que les livres ils sont intacts, que personne ne les a touchés. Donc c'est la culpabilité du temps qui est déjà passé. Ensuite, troisième, vous avez finalement, il y en a certains qui ont une valeur sentimentale. Parce qu'on vous les a offerts par cadeau ou autre. Et donc du coup, là, vous pourriez avoir aussi la culpabilité de la non-reconnaissance, de presque passer pour un ingrat, en disant quelqu'un a pris le temps de me l'offrir ou autre, et moi finalement je le laisse inachevé, je l'ai pas lu ou autre. Après, le quatrième point, c'est que finalement il y a trop de livres pour tous les lire. Donc là, c'est la fameuse peur du choix et de l'abandon, c'est de se dire il va falloir que je choisisse et que j'en abandonne, mais je sais pas lesquels lire et je sais pas lesquels prendre ou autre. Cinquième point, en fait, parmi finalement tous ceux que vous allez lire, il va falloir choisir. Donc du coup, après une fois que vous êtes passé déjà l'étape de dire je pourrais déjà pas tout lire, en plus vous pouvez vous dire mais dans le tri que j'ai fait, donc du coup il va falloir que j'en choisisse un, il va falloir que j'en prenne un ou autre. Donc du coup là vous avez la peur du choix et de l'échec si jamais vous vous plantez, que vous prenez pas le bon. Et même si vous avez choisi, que vous êtes passé déjà toutes les étapes et que vous plongez un peu dans votre lecture ou dans votre projet ou autre, et du coup vous vous demandez encore si vous avez fait le bon choix, et là finalement c'est la peur de l'engagement. Donc finalement 6. En fait, on est face à une phalange de 6 problèmes qu'il va nous falloir isoler un à un et de les mater un à un.
Alors, je tiens à dire tout de suite que je vais faire un rapide tour d'horizon. Déjà, l'épisode risque d'être déjà très long, vous voyez, déjà avec 6 points. Et que, du coup, en fait, je vais juste présenter rapidement un tour d'horizon des solutions aux différents problèmes. Alors, c'est une ou deux solutions parmi plein d'autres. D'ailleurs, par contre, s'il y a un des problèmes ou autre qui vous intéresse, ou plusieurs, si vous voulez que je creuse ou autre, n'hésitez pas à me le dire et je ferai un épisode juste dessus, on me concentrer un peu plus dessus. Alors, du coup, on va commencer par le premier, la peur finalement du temps qui passe. Alors finalement, se retrouver devant un de nos projets inachevés, ça nous révèle finalement notre propre mauvaise gestion du temps. Parce que si ça tenait qu'à nous, c'est-à-dire ça tient qu'à nous de mettre ce projet en priorité et de le mener à terme. Donc s'il n'est pas encore mené à terme, c'est uniquement notre faute, c'est juste parce qu'on ne l'a pas mis dans les priorités de choses à faire. Mais finalement, outre le fait de voir qu'on a mal utilisé notre temps, en fait, il y a un problème beaucoup plus profond derrière ça. En fait, c'est que souvent, en fait, ça crée un sentiment de vide. C'est-à-dire qu'on a l'impression que toute notre vie, elle nous glisse entre les mains d'un coup, tel du sable ou de la fumée, par exemple. Finalement, plus que juste le fait de se dire « Ouais, ok, j'ai pas tellement géré mon temps jusque-là », en fait, on a vraiment souvent l'impression d'une perte totale de contrôle sur notre vie. On perd pied en disant « Mais finalement, si j'ai pas le temps de faire ça, puis j'ai pas le temps de faire ça ou autre », et voilà, il y a un peu tout qui s'effondre, c'est un peu la descente aux enfers. Et finalement, une des solutions que je vous propose dans ce cas-là, c'est plutôt en fait de vous concentrer sur les bonnes utilisations que vous avez fait de votre temps pendant ce temps-là. Parce que comme je vous l'ai dit, souvent on a tendance à se dire « Ah j'ai pas le temps de faire ça, puis j'ai pas le temps de faire ça, puis j'ai pas le temps de faire ça ». En fait, dites-vous plutôt que finalement, vous avez continué à vivre, vous n'avez pas arrêté de vivre. Et donc du coup, vous avez peut-être pas eu le temps de continuer vos projets ou de lire des livres ou autre, mais du coup vous avez fait plein d'autres choses, vous avez utilisé le même temps pour faire des actions qui vous ont apporté aussi du bonheur. Par exemple, je sais pas, une sortie au parc entre amis, des voyages, des rencontres, des soirées en famille ou autre. Voilà, vous avez fait plein d'autres actions qui finalement vous ont rendu heureux. Donc du coup, voilà, arrêtez de vous flageller et dites-vous que du coup, en fait, vous avez continué à vivre et vous avez fait d'autres choses qui vous ont aussi rendu heureux. Alors attention, ici, le but, c'est pas non plus de vous donner un alibi pour continuer d'ignorer la bibliothèque, mais en fait, c'est juste de vous déculpabiliser de votre utilisation du temps. Donc voilà, vous avez fait une mauvaise gestion avant, mais c'est un point de vue parce que vous avez quand même fait d'autres choses ou autre. Donc du coup, vous n'avez peut-être pas avancé sur vos projets autant que vous le souhaiteriez, mais donc du coup, vous n'avez pas arrêté de vivre pour autant. Donc du coup, regardez plutôt le verre à moitié plein. En gros, oui, vous auriez pu lire tous les livres, mais à ce moment-là, du coup, vous auriez renoncé à toutes les expériences que vous avez vécues à la place. Et puis, entre nous, même si les livres, ça représente toute la connaissance du monde, vous aurez quand même besoin d'expériences extérieures, de rencontres, d'aventures. Voilà, il faut quand même qu'il y ait ça dans une vie. Parce qu'à la rigueur, personne, je dis bien personne, n'a envie d'être la vieille aigrie du CDI, qui vit que avec ses livres et qui est devenu presque asocial, quoi. Donc du coup, regardez plutôt le verre à moitié plein et dites-vous, regardez toutes les bonnes actions que finalement vous avez fait à côté et des trucs qui vous ont rendu heureux. Voilà donc du coup pour le premier problème. Le deuxième, la peur du temps qui s'est passé. Alors là, face à toute cette poussière, vous avez l'impression que votre vie, elle vous file entre les doigts. Et donc du coup, ça rejoint pas mal le point 1, mais là on va dire c'est pas une perte de contrôle, mais c'est plutôt une peur de la mort. Parce qu'en fait, ça vous fait prendre conscience que le temps, il file à toute vitesse. Et à la rigueur, cette sensation, elle s'aggrave avec le temps. Pourquoi ? En fait, il y a une raison très rationnelle à ça. En fait, c'est que par rapport au temps vécu, chaque jour, il paraît encore moindre par rapport au précédent. Je m'explique. Pour un enfant qui a 4 ans, 1 an, donc une année, ça représente 25% de sa vie. Alors que pour un centenaire, ça représente que 1%. Et le problème, en fait, c'est que votre cerveau, il a conscience de cette comparaison, tant qu'il s'écoule, tant qu'il s'est écoulé. Donc du coup, plus vous avez vécu, plus chaque jour paraît finalement infime par rapport à tout ce que vous avez vécu. Et du coup, plus vous avez l'impression que le temps accélère. Alors que le temps n'accélère pas. Le temps est toujours le même, forcément, mais c'est juste votre notion, votre vision par rapport au temps qui a changé. Donc finalement, la solution, c'est d'arrêter de voir le monde comme une suite de causalité. En gros, finalement, arrêtez de vous dire que les actions passées, finalement, elles ont généralement pas d'impact sur les actions futures. Alors oui, sauf si vous avez tué quelqu'un et que vous êtes en prison, auquel cas, oui, ça va avoir des impacts sur vos actions futures. Mais donc du coup, chaque action de votre vie, elle est complètement indépendante. C'est un peu comme si vous jetiez des cailloux dans un lac. Parce que chaque caillou que vous jetez est différent. Les cailloux, ils n'ont pas de mémoire. En fait, ils sont complètement... À chaque fois que vous en lancez un, le lancer, il est complètement indépendant du lancer précédent. D'ailleurs, si vous lanciez exactement toujours de la même manière, peu importe le caillou, il arriverait toujours au même endroit. En fait, si le lancer, il change, c'est pour une seule chose, c'est si vous avez changé. Le caillou, lui, il n'a pas changé. C'est vous qui avez changé. Donc du coup, à la rigueur, vous aimez pas... Pour reprendre l'exemple, vous n'aimez pas la trajectoire des cailloux que vous avez lancés jusque-là, pas de souci. Parce que le prochain, il est dans votre main, c'est l'instant T, l'action présente. Et donc du coup, il tient qu'à vous de décider où vous allez le lancer.
Donc du coup, c'est de se dire que finalement, vos actions quasiment, elles ont pas, de toute façon vos actions elles ont pas de mémoire, donc du coup de se dire que même si vous avez fait exactement la même chose pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, rien ne vous empêche de changer plus ou moins du jour au lendemain. Après je dis pas de changer complètement de vie, mais de vous dire, je sais pas si toute votre vie vous avez mangé par exemple du pain au petit déjeuner et qu'à un moment vous dites ah oui je sais que c'est pas bon ou autre mais oui mais j'ai toujours fait ça, c'est le fameux truc de on a toujours fait ça, ce qui est encore plus grave quand tu sais que c'est pas bien mais bon j'ai toujours fait ça. Après tout on a aussi toujours fait la guerre, est-ce que ça justifie de continuer à la faire? Je sais pas. Donc du coup, c'est vraiment de se dire que la leçon de ce deuxième problème, en fait, c'est de dire que finalement, les actions passées, elles ont généralement pas d'impact sur les actions futures, à part juste dans vos souvenirs. Donc du coup, vous êtes, au contraire, c'est presque une liberté d'action de pouvoir dire, à partir de maintenant, je peux donner la direction que je veux à ma vie. Troisième point, la valeur sentimentale des choses. Alors là, la solution serait de vous dire que un livre, c'est juste du papier, qu'un cadeau, c'est juste un emballage papier par-dessus un carré en carton, et qu'une médaille, finalement, c'est juste du métal chauffé et plié. Mais, Louis et Swodin, on n'est pas des robots, donc du coup, on réfléchit pas comme ça. Alors dans ce cas-là, finalement, la bonne chose à faire, c'est de se demander ce qu'on veut vraiment. Est-ce que ça nous ferait vraiment plaisir à nous de mener à bien ce projet? Oui, alors du coup, là, c'est super. Foncez, parce que, finalement, vous avez en plus de l'aspect émotionnel, du coup, qui jouera en votre faveur comme une espèce de bénédiction des anciens. Voilà, de vous dire, à la fois, ça me fait plaisir de mener ce projet à bien, et en plus, il y a une espèce de validation sociale, parce que c'est par rapport à quelqu'un d'autre. Non, finalement, ce projet-là, il vous plaît pas bien, et du coup, c'est pas grave. Et acceptez donc que ce projet, ou cette chose, ou ce livre, ou autre, il garde un aspect purement de souvenir ou de décoration, c'est l'objet d'une chose. Dites-vous bien aussi que si la personne, elle vous connaissait si bien, elle vous aurait donné quelque chose auquel vous n'auriez pas besoin d'hésiter si ça vous plaît ou non. Voilà, c'est un peu de se dire, je dis pas que c'est un cadeau empoisonné, je dis juste que si vous l'en donnez, c'est qu'il y a une raison, parce qu'il pensait à l'instant T que vous étiez comme ça ou comme ça. Prenons un exemple. Imaginons que vous receviez un cadeau de votre meilleur ami. Il est peu probable qu'il vous offre un livre sur la physique quantique s'il sait vraiment que ça va vous faire chier, que vous n'allez rien comprendre du tout. À moins que ce soit justement là l'attention. En fait, s'il vous offre un livre sur la physique quantique, c'est sûrement par rapport à une anecdote ou à une mésaventure ou autre, par rapport à un souvenir. Auquel cas, finalement, le livre, il n'est pas là pour être lu. Il est juste là pour rappeler un souvenir heureux, pour rappeler une anecdote ou autre. Donc du coup, en fait, voilà finalement une solution au problème 3, en fait, c'est de vous dire, soit il vous plaît et faites-le, du coup en plus vous en serez fier. Si ça vous plaît pas, et du coup c'est pas grave, vous voyez vraiment le côté souvenir, le côté affectif qu'il y a à travers, de se dire que même il y a plein de choses où on a offert, c'était presque un peu des blagues, vous savez, on a offert plein de choses, souvent 18 ans ou autre, on offre des choses où on sait qu'elles vont pas tellement servir, mais on les offre parce que c'est l'aspect un peu humoristique ou autre du truc, donc du coup ayez pas la culpabilité de dire j'ai pas lu mon livre de physique quantique parce que votre meilleur ami il vous l'a pas offert pour que vous le lisiez, il vous l'a offert pour vous faire chier ou par rapport à un souvenir ou autre. Donc considérez juste cet objet comme ce qu'il est, un souvenir. Quatrième élément, c'est de se dire qu'il y a trop à lire, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à tout lire. Alors oui, je vais devoir vous annoncer une terrible vérité, vous ne pourrez pas tout lire, tout vivre et tout voir. Pour prendre un exemple, rien que sur Netflix, il sort chaque jour plus de 24 heures de nouveaux contenus. Donc juste sur cette seule plateforme, on vise pas tout internet, on vise pas tous les livres, les conférences ou autres, juste sur cette seule plateforme, en regardant 24 heures sur 24 toute votre vie, vous pourrez pas tout voir, c'est mathématique, parce qu'il y a plus de choses qui sortent que de temps que vous avez dans une heure. De temps que vous avez dans une autre journée, pardon. Donc finalement, c'est de se dire que vous pourrez pas tout faire. Mais d'ailleurs, qui n'a jamais entendu ses parents dire en regardant des gens qui ont le même âge que vous, mais qui font de la musique, du théâtre, du sport, de l'entrepreneuriat ou autre, le fameux tu vois, lui à ton âge, regarde ce qu'il fait. Parce que oui, c'est humain, on peut pas tout faire, on peut pas exceller dans tous les domaines. Au mieux, vraiment au mieux, on peut être moyen partout. Vous pouvez finalement être polyvalent et aimer ça, mais il y aura forcément quelqu'un qui sera meilleur que vous sur un sujet donné. Ou même si vous vous spécialisez, il est fort probable, à part vraiment les champions et encore, c'est rare d'avoir un champion qui est invaincu toute sa vie. Donc du coup, même Mohamed Ali, même Kasparov, tous les plus grands ont toujours été vaincus. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a régné du début à la fin, qui est resté invaincu dans un domaine. Il y a toujours eu quelqu'un qui a été meilleur que lui. Et finalement, ça c'est pas nouveau. Parce que, est-ce que vous saviez que Jules César, le grand Jules César, celui qu'on a les bouquins et tout ça, en fait, ce qu'on dit pas trop, c'est qu'avant de devenir ce qu'il est devenu, il est tombé en dépression quand il avait une vingtaine d'années. Pourquoi ? En fait, tout simplement parce qu'il n'avait rien fait d'extraordinaire dans sa vie à cet âge-là.
Il était voilà au mieux sénateur ou autre, il commençait un peu sa vie politique, mais il n'avait rien fait d'extraordinaire. Alors que Alexandre le Grand, au même âge, il était déjà roi de Grèce, roi de Perse et à la tête du plus grand empire de tous les temps. Donc du coup, voilà, il est tombé dans une espèce de dépression en disant « Regardez ce que lui, il a déjà fait à mon âge et moi, j'ai rien fait de ma vie. » Alors que pourtant, voilà, derrière, il a quand même fait des choses. Donc non, vous ne pourrez pas être bon partout, et même là où vous vous spécialisez, il y aura, comme je l'ai dit, toujours ou sûrement quelqu'un de meilleur et de plus fort que vous. Donc arrêtez de vouloir vous comparer aux autres ou avec une norme, vivez votre propre vie à travers vos propres choix dans votre vie du moment, là, maintenant. Donc du coup, vous pourriez matériellement pas tout faire, c'est mathématique, et donc du coup, finalement, c'est comme pour tout le monde. Alors finalement, pourquoi avoir un problème de conscience pour un truc qui touche tout le monde? Donc voilà, dites-vous que c'est tout, il y en a qui sont devenus excellents dans un domaine, mais du coup, vous êtes sûrement meilleur dans un autre domaine, c'est presque ça aussi sûr. Vous pouvez avoir voilà, un gars qui parle 18 langues et tout ça à votre âge, mais en contrepartie, peut-être que vous êtes plus rapide que lui à vélo. Voilà, c'est un exemple, mais tout est donc... Enfin, on ne peut pas comparer puisque finalement, il y a autant de niveaux de comparaison qu'il y a de personnes. Dites-vous vraiment que non, vous ne pourrez pas tout lire, et finalement, c'est pas si grave. 5e point, la peur du choix. Alors, choisir, c'est renoncer, a dit André Gide, et finalement, il n'avait pas tort. Parce qu'à chaque fois qu'on choisit, on se coupe, au moins provisoirement, du coup, d'une autre option. Et là, même si vous ne faites pas de choix, finalement, vous en faites quand même un. En fait, c'est juste que vous laissez la situation, les autres ou le destin, appelez ça comme vous voulez, décider pour vous. On ne peut pas ne pas choisir. Alors, autant choisir. Ok, je vous la refais celle-là. En fait, vous avez tout à perdre à ne pas choisir. Donc, du coup, parce que si vous ne choisissez pas, quelqu'un d'autre choisira pour vous, ou les éléments ou autres. Donc, du coup, autant vous faire un choix. Maintenant, quand on choisit, si vous pouvez en fait essayer de vous projeter dans le futur pour voir, en estimant, celui qui aura la meilleure répercussion. Enfin, celui que vous souhaiteriez, parce que ce serait un ennui mortel si le futur était juste linéaire, que tout était écrit. Vous n'y arrivez pas? Ok, c'est normal, souvent c'est un peu dur d'arriver à se projeter. Et en fait, on va essayer de faire un choix sur le présent. Mais sur le présent, c'est toujours aussi compliqué. Ok, du coup, on va essayer de réduire ce choix à 2 options. Alors ça, souvent on y arrive, parce qu'entre 2 options, c'est... souvent on hésite rarement entre 10 ou 12 options, souvent c'est voilà, entre 2 ou 3. Alors essayez de le réduire à 2. Alors maintenant, je vais vous enseigner une technique qui marche, que j'ai déjà essayé, mais que j'ai appris dans un film de Noël. Alors oui, je sais, j'ai un petit peu honte de dire la source, mais bon, c'est comme ça. Alors du coup, prenez une pièce et attribuez une action à chaque face. Voilà. Alors du coup, là, on va pas se laisser la facilité et laisser le hasard choisir en lançant la pièce. Là, finalement, on parle de choix. Alors en fait, vous allez lancer la pièce en l'air et l'attraper au vol. Parce que inconsciemment, lorsque la pièce est en l'air, de manière intuitive et dans 100% des cas, vous souhaitez qu'elle tombe d'un côté. C'est obligé, votre cerveau, lui, il a choisi. En fait, l'important ici, c'est pas de savoir de quel côté tombe la pièce. Au contraire, il faut l'arrêter avant parce qu'il ne faut pas que ça influence votre résultat. En fait, l'important, c'est de se dire, pendant qu'elle est en l'air, de quel côté vous souhaiteriez secrètement qu'elle tombe. Voilà, en fait, au moment où vous la lancez, par exemple, vous avez pile ou face sur 2 choix, au moment où elle est en l'air, inconsciemment, vous allez presque vous surprendre vous-même, vous souhaitez qu'elle tombe d'un côté ou de l'autre. C'est obligé, votre cerveau, lui, il est obligé de faire un choix entre 2 choses, il ne peut pas rester dans l'incertitude. C'est pas le chat de Schrödinger, il faut qu'il choisisse. Donc du coup, pendant qu'il est en l'air, vous arrêtez la pièce, et donc du coup, là, à cet instant T, vous faites une espèce de photo de votre cerveau, et donc du coup, là, lui, il va vous dire, ok, choisis ça ou choisis ça. Donc du coup, voilà quelques petites techniques pour vous aider à faire des choix sans imploser. Et enfin, dernier point, la peur de l'engagement. Parce que maintenant que vous êtes décidé, résolu, sans tenir compte du passé ou de votre incompétence, vous allez faire un choix. Mais peut-être que ce choix, il n'a pas encore balayé tous les doutes. Donc du coup, vous pourriez être en ce moment même en train d'utiliser ce précieux temps autrement finalement. Pourquoi vous faites ça alors que vous pouvez faire autre chose? Voilà, vous avez encore ce doute. Et finalement, en fait, ce dilemme, il vient finalement du fait que vous hésitez encore. Vous essayez de vous convaincre que c'est le bon choix. Et qu'est-ce que nous a enseigné Yoda à partir des essais et des choix? Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Du coup, vous devez donc être convaincu de ce que vous allez faire. Et pour cela, on va faire un petit exercice. Plongez-vous à fond dedans pendant 20-25 minutes. Pas de distraction, pas de téléphone, rien. Du coup, vous allez voir que, en fait, vous allez vous forcer votre cerveau à vous concentrer sur cette voie.
Et finalement, vous voyez ça comme une phase de test, parce que même si en étant à fond dedans, pendant une petite demi-heure, vous ressentez ni excitation, ni changement, ni émotion, ni rien, absolument rien d'autre que des doutes et de vous demander finalement ce que vous faites là. Donc ce que vous faites là, ça peut être aussi bien dans un livre comme dans une activité ou autre, et vous êtes fixé. En fait, dites-vous que vous avez précieusement utilisé votre temps, vous l'avez pas gâché dans une mauvaise action inutile. Vous l'avez en fait bien utilisé précieusement, finalement juste pour vous enlever une hypothèse. Après tout, au Cluedo, les coups qui vous font le plus avancer, c'est ceux où la personne que vous interrogez, elle a rien. Parce que du coup, à ce moment-là, vous pourriez dire que vous avez perdu un coup en vous trompant, parce que vous lui avez demandé, c'est une arme, une personne et un lieu. Donc du coup, vous pourriez vous dire, que vous avez perdu un coup en faisant ça. Mais non, en fait, si vous êtes trompé et qu'elle a rien des 3, vous venez pas de perdre un coup, vous venez d'en gagner 3. Et finalement, pour ceux qui pourraient me dire, ouais, mais il faut quand même s'accrocher au projet, que la réussite, c'est un long chemin, qui vont parler de résilience ou de grit ou autre, en fait, accordons-nous bien là. Je vous donne juste un conseil et pas une doctrine déjà. Et en fait, finalement, je vous dis pas d'abandonner tout de suite. Je vous dis pas de vous tester un truc, ça marche pas, pouf, arrêtez-vous là. En fait, je vous dis juste que si le chemin en lui-même, il vous apporte aucune sensation, il y a peut-être un autre chemin pour arriver exactement au même succès. Par exemple, j'ai n'importe quoi, vous voulez être en forme, mais la musculation, ça vous convient vraiment pas. C'est dur et ça, vous n'arrivez pas le regard des autres, ou il y a plein de choses où vous n'arrivez pas à faire ça. C'est pas grave, il y a d'autres sports, vous pouvez faire de la natation, de la course, du poney, plein de choses qui vont quand même vous maintenir en forme. Donc, vous allez atteindre le même objectif, mais avec un chemin détourné. Pour donner un exemple, par exemple, moi, je pense comme tout le monde, j'aimerais être riche, avoir une belle voiture, une petite Tesla, ça j'y tiens. Donc du coup, Donc à la rigueur, je pourrais devenir, finalement, je pourrais être riche en devenant banquier. Mais en fait, passer ma vie derrière des chiffres, c'est pas le chemin que je veux emprunter pour atteindre cette réussite. Donc finalement, arrêtez de culpabiliser, parce que même si cette voie, elle vous correspond pas, c'est pas grave, il y a d'autres chemins qui mènent au même résultat. Arrêtez d'essayer de vous flageller en disant, je n'arriverai pas. Il y a plein d'autres moyens d'y arriver. Même les livres, où il y a quelques années ou quelques centaines d'années, il y avait vraiment que les livres pour l'avoir. Maintenant, il y a des audios, il y a des adaptations au cinéma, il y a des espèces de conférences ou autres. Donc, même les livres, si vous pourriez même dire à la base, j'aimerais bien lire ce livre-là, mais j'arrive pas à lire des livres, c'est pas grave, il y a d'autres moyens quand même d'avoir le même contenu, d'arriver au même résultat, mais avec un chemin détourné. Alors finalement, voilà comment briser la phalange compacte du syndrome de la bibliothèque. Là, ça va faire un petit 25 minutes. Alors, pour rappel et bilan, donc l'armoire, elle est pleine de livres que vous avez jamais lus. Donc du coup, que la fameuse peur du temps qui passe. Et en fait, dites-vous que vous avez bien utilisé votre temps autrement, que vous avez vécu d'autres choses que vous n'auriez pas vécu avec ce projet. Donc du coup, vous n'avez pas gâché votre temps, vous l'avez utilisé autrement. Vous dites après, oui, les livres ils sont pleins de poussière et tout ça, la culpabilité du temps qui passe. En fait, finalement, les actions passées, elles ont souvent pas d'impact sur celles présentes et futures. Donc du coup, c'est à vous, en fait, c'est une espèce, chaque instant est un peu un croisement des voies. Finalement, c'est à vous en fait de choisir la voie ou le chemin que vous voulez prendre à partir d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir par rapport à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Ensuite, de se dire que certaines actions, elles ont une valeur sentimentale. Donc finalement, la culpabilité de se dire, de pas rendre l'appareil. En fait, finalement, c'est de prolonger le projet si ça vous fait vraiment envie, et si ça vous fait pas envie, finalement juste de garder la valeur sentimentale, la valeur de souvenir que vous rappelle cet objet ou ce projet. Ensuite, 4e point, si on a trop de livres à lire, trop de choses à faire. Donc du coup, c'est la peur du choix ou autre. En fait, finalement, comme on l'a dit, dites-vous que personne ne peut être bon partout, que personne, donc du coup, vous non plus, vous pourrez pas l'être. Alors choisissez là où vous voulez vous développer, où vous voulez vous spécialiser ou autre. Et finalement, se spécialiser ou se diversifier, il n'y a pas de meilleur choix, c'est aussi bien l'un que l'autre. Donc arrêtez de culpabiliser, explorez ce que vous voulez explorer. 5e point, en fait, finalement, parmi tous ceux que vous avez lus, ou que vous voulez lire, il va falloir choisir. Donc là, c'est la fameuse peur du choix et de l'échec de la mauvaise foi. Donc finalement, essayez de mettre en place des petits rituels, des petites aides pour vous aider à faire des petits choix plutôt qu'une espèce de grosse coupe drastique qui est souvent plus dure à encaisser. Et 6e point, en fait, si même en ayant choisi, vous continuez à vous demander si vous avez fait le bon choix, en fait, essayez de tester la voie que vous avez choisie, donc testez-la un petit moment quand même, et si elle vous plaît pas, changez sans culpabiliser. Parce que vous venez d'écarter une hypothèse, ça veut pas dire que vous abandonnez l'objectif, ça veut juste dire que vous choisissez un autre chemin pour arriver à la même destination. Voilà, donc du coup, c'était un long épisode, quoique ça va, j'ai réussi à bien m'en sortir. Donc un long épisode conseil sur du coup les solutions à opposer au syndrome de la bibliothèque. Alors, vous aurez compris que la bibliothèque, c'est une image, c'est une métaphore, vous pouvez y mettre ce que vous voulez à la place des livres. Voilà, c'est vraiment, si vous avez pas lu entre les lignes, c'est un peu ça en fait, c'est de se dire, là c'est sous l'image d'une bibliothèque avec des livres, mais ça peut être
sous plein d'autres exemples ou autres. Donc du coup, désolé un peu pour la longueur, mais je voulais traiter en fait le sujet en profondeur et je me suis dit que couper au milieu, ça aurait fait perdre de la cohérence. Alors encore une fois, si l'un des 6 sujets que j'ai développés là vous intéresse, si vous voudriez que je le creuse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le premier lien sous l'épisode, donc c'est celui de la page Facebook, vous m'envoyez un petit message, il n'y a pas de souci. Donc du coup, moi je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!